and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. I was so sure. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour le 16e volet de notre rubrique voilà, sur les échanges entre entraîneurs. Pour l'occasion, aujourd'hui, ça va être notre ami Kevin qui a passé un petit moment avec nous sur la partie technique et qui aujourd'hui va être aussi sur la partie de l'animation. Voilà, donc je vais laisser Kevin prendre le relais et puis je vous souhaite une belle soirée en perspective. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme l'a dit Flo, j'ai la chance aujourd'hui de présenter ce live et je le remercie. On va passer un bon moment ensemble, je l'espère, parce qu'on a un bon moment, parce que on reçoit aujourd'hui des prestataires de haut niveau. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et on va pas tarder à vous connaître, parce que vous allez tous chacun vous présenter. Et on commence par Sébastien. Donc bonjour à tous, Sébastien Vial du club du Vence Basket Club dans le 06. Donc je coach depuis 20 ans. Je fais beaucoup d'écoles de formation sur des U9 jusqu'à U20, voire même de l'équipe première, et j'étais assistant à National 2, National 3. Très bien. Christophe? Bonjour, Christophe Denis, 47 ans. J'ai passé à peu près une quinzaine d'années dans le coaching professionnel, tant à la tête, en étant head coach de certains clubs, dont le Paris-Levallois, en Jeep Elite. J'ai été aussi responsable des centres de formation pendant une dizaine d'années, toujours du côté de Paris. Voilà, une petite expérience aussi de 3 années auprès de l'équipe de France A'. Et puis actuellement, je suis manager général et coach de l'équipe première du club de l'USMM Malakoff du côté de Paris. Voilà. Très bien. Super parcours. Karine, à toi l'honneur. Alors bonjour à tous, Karine Andrani. Alors j'entraîne actuellement à l'ESBL, c'est Villeneuve-Loubet dans le 06 aussi. J'entraîne surtout des cadets régions, des U17 régions. Et j'ai fait beaucoup dans cette catégorie et surtout aussi en PNM garçon. Voilà. Très bien. Flo, à toi. Eh bien, Florence, ça a fini. Je suis gérant d'SF Connexion Sport. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du retard pour le lancement du live. On a eu un petit souci technique. Et puis voilà, donc très enchanté d'être invité cette fois-ci. David? Bonjour à tous, David Duché, moi je suis entraîneur actuellement au Limoges ABC, j'entraîne les U13 Interdépart et je vais attaquer ma deuxième saison. Très bien. Et enfin, Émilie. Bonjour à tous, Émilie Duvivier. J'étais cette année avec le club de Montbrison en U18 et l'année prochaine je serai au Coteau pour entraîner des National 3 filles. Très bien, super. Mais avant de commencer, je voudrais dire une chose. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est passé plusieurs fois sur ce live. Je parle de la personne de Daniel Paquet. Donc, bon anniversaire à toi, Daniel, et profite bien. Donc, on va commencer pour la... Et on fêtera ça du côté de la Casita à Antibes. Voilà. Il y a une table qui est réservée et à 20h, vous êtes tous les bienvenus. Allez. On va passer pour la première question, d'accord?
La première question est quelle notion apportez-vous à vos jeunes, offensives, défensives, et pourquoi? On va passer par David. Ok, pas de souci. Pour moi, la première chose, c'est la notion de duel. Parce que ça soit défensif ou offensif, il y a toujours une notion de duel. Moi, j'en parle beaucoup aussi de communication, car je pense que c'est très, 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 très important. Et la responsabilité individuelle. Voilà, ça c'est une des choses les plus importantes. Après, ensuite, sur le côté défensif, moi, je leur demande surtout de tenir le duel de 1 contre 1, de jouer les interceptions, toujours essayer de chercher à toucher le ballon. Ça, c'est les choses principales. Et après, sur le côté offensif, moi, je laisse de la liberté dans mes U13, parce que je veux aussi qu'elles prennent un peu d'initiative. Donc, je leur laisse un petit peu de liberté. Très bien. Voilà. La Très seule bien. chose que je leur interdis, c'est des shoots à 3 points, parce que moi, j'ai des petits gabarits en U13, et elles n'ont pas la force de pouvoir shooter à 3 points, quoi. Mais sinon, après, voilà, je laisse de la liberté au niveau offensif. Ok. Karine, un avis là-dessus, toi? Quelle notion tu apportes, toi, à tes jeunes offensives Oui, et alors moi, défensives? Alors offensivement, j'aime beaucoup le spacing. J'aime beaucoup leur apporter ça sur du jeu pour ouvrir la lecture de jeu. Voilà, je suis pas fan du 1 contre 1, puis ils le font tout le temps dehors quand ils vont jouer avec les copains et les copines dehors. Donc la première notion, c'est pour le spacing et la lecture du jeu, pour pouvoir avoir la notion de l'espace et bien lire le jeu. Alors après, défensivement, c'est pareil, ça va être surtout le cadrage, la notion de repli défensif. Surtout en plus petit, il est plus délicat et si on prend de suite la bonne méthode pour le repli défensif, ça aide beaucoup. Augmenter plus sur l'aspect défensif qu'offensif pour développer l'esprit collectif, l'esprit combatif. Voilà. Ok. Sébastien? Allô? Sébastien? On m'entend? Oui. 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 Ah bah, On m'entend. j'avais passé la parole à Sébastien. Alors pour ma part, bon, les notions de duel, ça c'est inévitable en fonction des catégories. Mais après, je rejoins sur l'aspect de Karine sur le relance de jeu et surtout sur le jeu à effectif réduit. Donc beaucoup de pré-collectif, mais beaucoup de jeux rapides. Donc utilisation des couloirs de jeu, utilisation des couloirs de jeu par la passe et non par le dribble. Et niveau défensif, quoi qu'il se passe, où on perd le ballon, défendre le plus haut possible. Surtout en catégorie U13, où on perd parce qu'on confond vitesse et précipitation. Et on a énormément de lacunes sur savoir quoi faire avant qu'on reçoive le ballon. Le problème, il est là. Donc moi, j'axe beaucoup sur défendre très haut, gagner des ballons sur la partie avant pour avoir des paniers le plus facile possible sur du tir en course. Ok. Émilie? Moi, pareil un peu comme Karine aussi, une notion de spacing et timing, parce qu'on voit qu'on n'a jamais les bons timings pour les passes et qu'on est trop proche à chaque fois au niveau du placement sur le terrain. Donc beaucoup de jeux réduits aussi et dans la prise d'initiative aussi, parce que moi j'avais des filles et c'est vrai qu'elles ont du mal à prendre des initiatives, elles se passent la balle et elles manquent un peu d'agressivité offensive. Et en défense aussi, défense haute, mais sans mettre de surpression. Parce que ça sert à rien de vouloir défendre haut si à chaque fois on se fait déborder dès le premier dribble. Donc vraiment cadrer, mais maîtriser le porteur de balle. Très bien.
On va passer à toi, Flo. Je sais que tu as préparé ça. Alors pour moi, pour venir en complément de tout ce que tout le monde a dit, oui, je suis assez d'accord avec tout le monde. Moi, j'ajouterais quand même une notion essentielle qui est la lecture de jeu et le QI basket à développer. Pour moi, c'est quand même une des priorités avec les basiques, dribble, passe, tir, fondamentaux individuels offensifs. Voilà, après tout ce qui a été dit, je suis assez d'accord avec tout le monde, hein. Voilà, sur le jeu rapide, être capable de courir en longueur, en largeur et en profondeur. Et puis défensivement, j'ajouterais aussi l'aspect de la maîtrise du rebond. Voilà, parce que il faut tenir un duel, je suis d'accord avec ça. Il faut rentrer dans les aides défensives, je suis d'accord avec ça. Mais tant qu'on n'a pas pris le rebond, on va dire qu'on n'a pas arrêté de défendre. Voilà. Ok, et on termine par Christophe, justement. Je sais qu'il a un avis très clair sur Ouais, ce mais pour le sujet. coup, oui, non, mais évidemment, mais pour le coup, je serai moins dans les détails que mes collègues là. Pour répondre à cette question, moi, je partirais plus d'une vision déjà et de cette fameuse ligne directrice qu'il doit y avoir au fil des catégories. Dès la sortie de l'école de basket, c'est-à-dire sur la catégorie U13 jusqu'à la catégorie U20, mais même après. Nous, on part du principe qu'on a cette intention de développer des joueuses et des joueurs totalement autonomes, responsables et engagés dans ce qu'ils font. C'est vraiment des choses qu'on essaye de leur inculquer au travers des séances d'entraînement. Ce qui va nous permettre justement de travailler autour de la prise d'initiative. Pour moi, c'est fondamental ça chez les jeunes. Hein, qu'on puisse accentuer nos différents contenus sur la prise d'initiative et la créativité. Et ce qu'on essaye d'apprendre aussi à nos jeunes joueurs, c'est la prise d'initiative et cette notion de créativité au regard de ses propres qualités. Donc on leur apprend à se connaître, à connaître aussi les joueurs qui les entourent. Donc l'identité de l'équipe. On a essayé, nous, de travailler autour d'une identité club. Quel style de jeu on doit pouvoir tout de suite sentir quand on voit une équipe de Malakoff jouer. Que ça soit des U11, U13, U15, U17, sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et aussi, on essaye de les faire réfléchir et de les former à ne pas se centrer sur eux, mais aussi d'avoir une analyse assez rapide aussi des forces et des faiblesses de l'adversaire. Donc de travailler autour de cette notion d'adaptabilité finalement, savoir s'adapter à l'adversaire. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne rentre pas dans des détails de pré-CO, défense demi-terrain. C'est très vrai, hein, tout ce que Karine a dit là, le jeu à 2, le jeu à 3, essayer de travailler sur le QI, là, le QI basket, l'intelligence situationnelle, comme on dit. Mais je pense que avant toute chose, il faut travailler sur l'individu. Et nous, on est très attentifs à ça. On est vraiment très attentifs à les rendre autonomes, responsables et totalement engagés dans ce qu'ils font. C'est important pour nous. Ok, justement, on va parler du côté... êtes-vous plutôt du côté humain ou plus sur le côté technique? Et selon vous, lequel est plus important selon les catégories? On va passer par Émilie. Bah, moi, je pense que les deux sont importants. Moi, je suis très sur le côté humain, bienveillant, encouragement. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un petit côté technique, mais les laisser trouver aussi leur propre technique. Voilà, moi je vais pas leur imposer de shooter comme ça ou comme ça. C'est à elles ou à eux de trouver par exemple leur propre shoot. Si vraiment je vois que ça marche pas, là je vais leur donner des petits conseils techniques, mais je préfère les laisser, voilà, c'est pareil dans la prise d'initiative, les laisser chercher un petit peu et se trouver par eux-mêmes. Donc je pense que les deux sont autant importants. Seb? Oui, et tout à fait, je rejoins Émilie, les deux sont liés. Mais c'est vrai que le problème, je pense qu'on a un souci, c'est d'accompagner le joueur ou la joueuse de la catégorie U11 ou plus bas vers les catégories après post-jeune, donc adulte. Et le côté humain, je pense que c'est aussi important que les joueurs soient
aimé par les éducateurs. Parce que si on vient juste pour faire l'entraînement et partir, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est surtout l'accompagner tout le temps, être en permanence, et pas que sur le plan terrain. Ok. Karine, toi, t'as un avis dessus? Oui, bien sûr. Non, alors moi je vais mettre la balance à 60-40, 60 d'humain, 40% de technique. Bon, il y a le mental aussi, alors bon, faut trier. Mais il y a beaucoup d'humains. On est éducateur en premier, donc c'est notre premier rôle. C'est pas entraîneur de basket, notre premier rôle, c'est éducateur. Donc en tant qu'éducateur, on doit être bienveillant, encourager et cerner les personnalités parce qu'ils sont tous différents. Donc comme chaque joueur ou chaque joueuse est différent, il faut les cerner avant tout. Et ça passe par l'humain en premier. Donc, et après, ça permet de gagner leur confiance aussi. Et la technique se rajoute à tout ça, bien sûr. David? Ouais, ben, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur le côté humain dans ma catégorie 13. Parce que je pense que, comme ça a été dit, c'est très important de connaître les joueuses et de toujours les encourager. Donc, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je mettrais, je serais peut-être 55, moi, humain et 45 technique. Voilà, je pense que je serais plus comme ça, moi. D'accord, on termine encore avec Christophe, justement. Petit problème Pas de souci. Petit problème de téléphone. Donc mon téléphone m'a lâché. Tu peux me rappeler la question, s'il La te question, plaît, c'est est-ce que tu es Kevin plus sur le côté humain ou plus sur le côté technique? Et selon toi, lequel est plus important selon les catégories? Non, il y a rien, aucun n'est plus important que l'autre. Non, on ne peut pas se contenter de faire de la technique ou du technico-tactique sans prendre en considération la dimension humaine. Il faut se rappeler d'une chose quand même, c'est que on fait du basket, mais dans les catégories de jeunes, donc dans des structures dans les clubs amateurs, même dans un club professionnel, hein, il y a quand même 90% des jeunes qui ne feront jamais de carrière et qui ne joueront pratiquement jamais plus au basket d'ailleurs le restant de leur vie. Et donc, faut pas oublier aussi qu'on se doit de développer l'individu et se servir du basket finalement pour lui inculquer des valeurs. Donc le côté humain est très important aussi, évidemment, bien sûr. Hein. On parle du développement du jeune joueur, mais c'est surtout du développement de l'individu. Faut pas l'oublier, ça. Deux petites secondes. Hein. D'accord. Flo, toi, t'as un avis dessus? Moi, je suis assez d'accord avec tous les avis qui ont été donnés. Je vais pas ajouter de choses supplémentaires. Donc on peut passer à la question suivante, il n'y a aucun problème. Pas de souci. Pas de souci. Désolé pour ce petit malentendu. Donc, à partir de quel moment préparez-vous la transition d'un niveau à un autre? C'est-à-dire U11 vers U13, U15 vers U17. Des transitions assez importantes quand même, je pense, au niveau taille, niveau musculature, niveau tout ça. Comment préparez-vous justement toutes ces choses? Et à quel moment? On va passer par David. Moi déjà, la transition, moi je la fais en fin de saison. Parce que nous, ce qu'on fait au l'ABC, c'est qu'une fois que la saison elle est finie, les joueurs qui montent de catégorie vont s'entraîner avec la catégorie supérieure. Donc nous, on fait, moi je fais un petit relais, mais après c'est l'entraîneur des U15 qui, pendant pratiquement un mois, aura déjà les nouvelles joueuses qui vont monter avec lui la saison d'après. Donc le lien se fait comme ça. Sinon, moi pour être préparé, je fais beaucoup de hand-off. Parce que vu qu'en U13, il n'y a pas d'écran. Mais déjà, avant de faire la transition, moi j'essaie de rapporter ce qu'elles doivent savoir en fin de catégorie U13.
Et déjà, et après la transition, ben, c'est le coach d'après qui travaille là-dessus. On fonctionne comme ça, nous. Très bien. Christophe? Voilà ce que je peux dire. Ouais, nous, on a réussi à se débrouiller pour que le lundi soir, là, de 17h à 22h30, on a dégagé tous les créneaux d'entraînement qui appartenaient aux équipes. Et on a fait des créneaux d'1 heure sur lesquels on fait exclusivement du travail individuel, du perfectionnement individuel. Ça peut être du perfectionnement technico-tactique, ça peut être un travail de préparation, de développement physique, pas de préparation physique, mais de développement des qualités physiques. Bon, bref, voilà. Et sur ces créneaux-là, on regroupe en général deux catégories, les U11 avec les U13. L'heure d'après, on mélange U13, U15, U15, U17, U17, U20 et certains U20 avec des joueurs de l'équipe première, de l'équipe 2 et voire même des anciens. Voilà. Ce qui permet à chaque individu d'être dans sa catégorie d'âge déjà 2 fois dans la semaine quand ils sont en entraînement avec leur équipe et puis de pouvoir à un moment donné aussi avoir 2 heures d'entraînement, sauf les U11 qui ont qu'1 heure le lundi soir, mais les U13 ils font par exemple 17, 18, 18, 19. Ils font 1 heure avec les U11 et 1 heure avec les U15. Et on travaille par, on scinde à chaque fois les groupes en 2 dans chaque catégorie. Donc voilà, on a grosso modo entre 12 et 15 joueurs sur chaque créneau horaire. Et tout au long de l'année, comme ça, les joueurs peuvent se mélanger avec des joueurs ou plus jeunes ou plus vieux. D'accord? Et les entraîneurs tournent. Tous les entraîneurs tournent sur ces créneaux-là. C'est-à-dire que le lundi, ils n'ont pas tout le temps le même entraîneur. Voilà comment on travaille. Après, on est très attentif aussi au développement. On essaye, hein. Des moments où on passe un peu au travers, parce qu'on est humain. On essaye d'être très attentif au développement de chacun de nos joueurs. Et quand on a un joueur qui est un peu trop en avance par rapport à sa catégorie d'âge, on essaye en tout cas de le mettre même dans l'année avec des joueurs un peu plus âgés. Et vice versa d'ailleurs, on a des U15 qui sont quasiment débutants. Avec l'accord du joueur et de la famille, on n'hésite pas aussi à leur proposer d'aller s'entraîner avec les U13 par exemple. Voilà. Donc on essaye de s'adapter en fonction de tout ça pour faire en sorte que le joueur soit constamment dans les meilleures conditions pour pouvoir progresser. Très bien. Karine, toi qui es à Villeneuve-Loubet, comment ça se passe? Alors, j'aimerais bien avoir la structure de Christophe. C'est vraiment pas mal. Le lundi soir, pouvoir les perfectionner comme ça, c'est vraiment du rêve. Moi, à Villeneuve, alors j'ai la chance d'avoir les U15 et les U17. Du coup, c'est moi qui fais la bascule. Quand j'estime un joueur capable de s'entraîner dans l'année, donc je fais durant toute l'année, je le bascule en U17 pour s'entraîner. Voilà. Donc, comme ça, je gère les deux groupes et je permets aux U15 de tirer vers le haut. Et on fait la même chose sur les U17 avec les U20. Avec l'entraîneur, on s'entend très bien, donc on fait la même chose, la même bascule, c'est-à-dire qu'on échange les joueurs pour les faire évoluer. Après, en plus petite catégorie, c'est différent, c'est pas les mêmes jours et on n'a pas tous ces créneaux comme Christophe, c'est bien dommage parce que là, c'est vraiment une belle formation. Très bien. Émilie? Moi, je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai que ce que fait Christophe, c'est pas mal parce que tu vois, dans mon projet de DE, moi j'avais parlé un peu de faire ça, ce qu'on appelle les CEC maintenant, en fait, regrouper les catégories, même par niveau, et moi je trouve ça intéressant parce que ça permet une bonne continuité entre les catégories. Après, il faut réussir à convaincre tous les entraîneurs d'un club. Parce qu'il y en a qui sont assez réfractaires par rapport à ça, mais moi je trouve ça intéressant et je pense ça devrait être quelque chose qui se fait dans tous les clubs. Après, c'est toujours une question de créneau aussi et peut-être de niveau. Je sais que moi, quand j'ai proposé ça, on m'a dit oui, mais il y a certaines joueuses U15 qui veulent pas aller s'entraîner avec les U13. Après, je pense qu'il faut savoir leur proposer quelque chose d'intéressant pour que tout le monde y trouve son compte en fait. Ok. Et Seb, on sait que Vence, c'est un club où il y a pas mal de gamins. Comment ça se passe justement au niveau de la transition sur ce coup-là? Alors, ça fait pendant 4 ans, j'avais la section garçons, toute la section jeunes garçons à m'occuper. Donc j'ai la chance
j'ai eu la chance de faire toutes les passerelles. Et il y a 3 ans, quand je suis revenu, donc 4 ans, pardon, donc on a mis en place avec le club un centre de perfectionnement. Donc le lundi soir, pareil, 1h, 18h, 19h. Donc j'étais avec Jérémy Chex, je pense que certains connaissent. Donc on faisait une demi-heure travail spécifique sur le tir et après on faisait travail spécifique sur le dribble, ou travail d'appui, travail de passe. Donc ça, pendant 2 ans, on l'a fait. Et l'an dernier, on a vu avec d'autres entraîneurs, surtout un, que c'était monotone les entraînements, toujours 2 entraînements par catégorie, par semaine. Et on a lancé l'idée de faire un CEC, donc un centre d'entraînement en commun. Et on a eu beaucoup de gamins qui étaient partis entre-temps. Et au départ, on s'est retrouvé avec, j'avais 25 gamins uniquement U11, U13. Et j'avais seulement 2 joueurs U15. Mais par contre, j'ai pas eu 17. Et au fur et à mesure, il y a eu 15 arrivées. 15 arrivées en 3-4 mois. Donc on était contents. Mais sur le CEC, pareil, il y avait 4 coachs. Et on a fait un travail de cycle. Et sur le travail de cycle, on faisait un entraînement. Donc le lundi, c'était 100 entraînements par catégorie, pas par catégorie, pardon, par niveau de basket. Et l'autre créneau dans la semaine, c'était leur catégorie. Donc moi, j'avais en charge les U15, puisque on a fait beaucoup de surclassement de U13 en U15. On a dû essayer de bricoler comme ça cette année pour être compétitif. Donc U13, U11 et deux seuls U15. Le lundi, c'était vraiment groupé par niveau. Et après, le jeudi, c'était les coachs garder leurs équipes pour les matchs du samedi. Très bien. Flo, toi qui es coach individuel de par ton travail, comment toi tu prépares individuellement justement les jeunes à la transition? Eh bien, personnellement, quand j'ai les gamins individuellement ou des gens moins jeunes, parce que je ne suis pas uniquement sur des catégories de jeunes, c'est les gens qui nous contactent, qui nous demandent en fait de faire une séance supplémentaire parce qu'ils ont pour eux pas assez de séances dans leur club. Mais donc du coup la transition en fait, personnellement je la réalise. Si tu veux, mes contenus ils sont adaptés à la catégorie dans laquelle la personne joue, mais on va dire que on est toujours dans une recherche de performance. Donc en fait on va aller toujours chercher les contenus supplémentaires. Donc voilà, après nous la transition elle se fait plutôt en club, tu vois. Nous en club on avait cette habitude de la travailler sur stage. C'est-à-dire que sur stage on avait par exemple des créneaux qu'on libérait pendant les vacances scolaires. U13, U15 s'entraînaient ensemble, U15, U17 s'entraînaient ensemble, U17, U20 s'entraînaient ensemble. Tu vois, et en fait à chaque fois il y avait 2 catégories de cette manière-là. On a essayé de mettre en place également les CEC, donc ce que les collègues ont dit. Et puis nous en fait on se réfère à une planification annuelle et en général on fait la transition sur le dernier cycle. C'est-à-dire qu'une fois que les vacances, on va dire après les vacances d'avril, entre guillemets, à partir de la fin du championnat, là on commence réellement à basculer sur les catégories d'après. Voilà. Après, au niveau des stages, on est toujours sur les oppositions entre U13 et U15, ça nous fait pas peur d'avoir des gamins qui jouent U13, U15, U11, U13, U13, voilà, etc., etc. Très bien. Donc très difficile de faire une transition d'une catégorie à une autre quand tu es seul face à un joueur ou une joueuse. Ok. Justement, tout à l'heure, on parlait de 25 gamins, Sébastien, pour 4 entraîneurs, mais selon toi, selon vous-même, quel est le nombre maximal de joueurs que vous vous autorisez à entraîner? Le problème, c'est que... À moi? Oui, vas-y. D'accord. Le souci qui se pose, c'est le niveau de chaque joueur. C'est pas homogène. On sait très bien qu'il n'y a pas 3 joueurs ou 5 joueurs identiques. Donc c'était pour ça qu'on avait mis en place ce système-là. Parce que je pense qu'à partir de U13, c'est quand même les années importantes. Si ils n'ont pas déjà de fondamentaux de préacquis, on sait très bien comment ça peut tourner dans la difficulté. Donc je crois que
Si 12, ça me paraît maximum. Mais ça dépend aussi le groupe qu'on a. C'est toujours pareil. Donc être à 2, je pense que c'est l'idéal pour travailler sur des semi-groupes, des demi-groupes ou. Très bien. Émilie, toi, tu as un avis là-dessus? Moi, en collectif, l'idéal c'est 12. Parce que je trouve comme ça, tu peux faire du 3-3 ou du 4-4. Mais après, en individuel, quand on a beaucoup, c'est compliqué. Et il faut plusieurs entraîneurs. Sinon, tu peux pas être avec tout le monde. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Seb. Du coup, moi, en collectif, 12, je pense que c'est l'idéal. Après, en individuel, plus t'en as, plus c'est compliqué. Karine? Alors oui, l'idéal c'est 12, mais malheureusement on est tous dans pas l'idéal du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on en a 15, 17, 8, voilà. Après, l'idée c'est d'être le plus présent et d'organiser sa séance en fonction du nombre. Parce que oui, l'idéal, on n'a pas le choix forcément dans les petites catégories, entre les absents, les malades ou quoi que ce soit. Donc oui, l'idéal 12, c'est vraiment le top, moi je trouve. Et après, voilà. C'est sûr que si on a un assistant pour faire tourner la machine, c'est mieux. Mais voilà. D'accord. Christophe? Oui, j'allais dire exactement la même chose que Karine. Il y a un idéal, mais malheureusement, on ne touche pas du doigt tout le temps. Je pense que la Pardon. c'est justement de pouvoir s'adapter à la population qui est en face de lui, tant sur le potentiel des joueurs que sur le nombre des joueurs, d'être dans un gymnase où il y a 2 panneaux, où il y en a 4, 6, voilà. Et puis ça dépend aussi beaucoup du type de travail que l'on peut faire. Nous, sur les créneaux du lundi, par exemple, on essaye, on arrive à le faire, hein, d'avoir toujours 2 entraîneurs sur chaque horaire, hein. Au même titre que les joueurs, on demande aux entraîneurs d'être là, d'être présents sur une plage horaire de 2 heures, et puis de tourner comme ça au fil des trimestres. Mais ça dépend encore une fois aussi du type de travail que l'on met en place. Sur du collectif, 12 me semble être l'idéal. Si on axe une séance d'entraînement sur la pratique du 3-3 FIBA, c'est-à-dire qu'on constitue des équipes de 4, on peut aller jusqu'à 16. Hein, parce qu'il y a du coup 8 joueurs en action sur chaque demi-terrain et une équipe sur chaque demi-terrain qui arbitre. Voilà, peu importe. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité. Je pense que, encore une fois, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux entraîneurs là, au travers de la formation des cadres que l'on met en place à Malakoff, c'est de pouvoir s'adapter en fonction du contexte que l'on rencontre. Pour moi, c'est ça là, le plus important. Flo? Moi, je suis assez d'accord avec tout le monde, hein. Le nombre idéal, c'est 12. Voilà, pour pouvoir être à l'aise dans les phases d'opposition. Après, évidemment, l'idéal, ça arrive pas souvent, donc du coup, il faut tout le temps s'adapter. Mais en général, l'entraîneur, de toutes les manières, doit s'adapter. Donc, voilà, pour moi, 12, c'est pas idéal, mais l'idéal n'existe pas forcément. Très bien. On termine par David. Mais moi, le souci, l'année dernière, j'avais un effectif de 7 joueuses. La plupart du temps, j'avais entraînement 4, 5, parce que suite par rapport à la scolarité ou autre. Donc on était très peu, et là, pour la saison prochaine, j'ai la chance d'avoir 10 joueuses, donc déjà, ça va quand même être beaucoup plus facile. Mais l'année dernière, j'étais tout seul à entraîner, et là, pour la saison prochaine, normalement, j'aurai une personne qui va être avec moi, donc c'est toujours plus simple quand même à 2 de travailler avec 10 gamins et 2 adultes. Je pense que ça va quand même être beaucoup plus simple. Et une petite question, tout le monde s'entraîne à chaque fois dans la même salle? Vous entraînez à chaque fois toujours dans la même salle, ou vous allez un petit peu à droite, à gauche? Comment ça se passe chez vous? Ben, tout dépend, parce que Limoges est quand même grand. C'est qu'il y a plusieurs clubs à Limoges. Nous, à Vence, on a la chance d'avoir une grande salle avec 2 terrains extérieurs à côté. Donc, on alterne. Une catégorie, c'est un jour, et l'autre catégorie, donc on fait dedans, dehors. Ouais. Je pense que Karine peut en parler, parce que du coup, à Villeneuve-Loubet, il y a pas mal de terrains. Ouais. Mais il y a 2 salles.
Il y a deux salles. Après, le problème, il vient il y a beaucoup de sports à Villeneuve-Loubet et tous concentrés au même endroit. Donc dehors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains et deux salles. Mais il y a beaucoup de sports, donc on se partage. Après, c'est vrai qu'une partie de la saison, quand on peut aller dehors sur les jeunes, c'est très agréable. Les plus grands, ils réclament de suite la salle, forcément. Voilà. Faut savoir que à Villeneuve-Loubet, sur le 06, c'est l'endroit où on fait la fête du basket et du mini-basket. C'est l'endroit où il faut aller parce que du coup, il y a le plus de terrain possible et c'est l'endroit le plus idéal. Voilà. On va passer à la question suivante. En parlant d'assistant tout à l'heure, justement, avez-vous un assistant? Si oui, quel est son rôle auprès des jeunes? Sinon, comment faites-vous seul et comment gérez-vous votre effectif? Karine? Alors, j'ai eu un assistant sur les jeunes. Ben, après, c'est un jeune, donc c'est un jeune basketteur, donc il a les notions de basket, mais de suite, il n'a pas les notions de groupe, de situation, de se mettre dans l'espace par rapport au groupe. Donc, c'est une formation à faire aussi pour lui et pour moi, mais c'est très intéressant parce que ils apportent toujours des détails qu'on n'a pas vus ou des nouveautés. Et forcément, d'être à deux, on le guide, on le dirige pour lui dire on va conseiller sur tel ou tel exercice. Quand on fait des ateliers, c'est le mieux. J'aime beaucoup fonctionner en atelier, moi, surtout sur la première séance de la semaine pour travailler les fondamentaux. Donc là, c'est très intéressant d'avoir un assistant. Après, en adulte, j'ai eu des assistants. Et là, c'était plus sur l'aspect tactico-tactique ou sur l'adversaire plutôt que sur les séances proprement dit. Très bien. Seb? Pas d'assistant, une seule équipe. J'avais 12 joueurs, 12-13 joueurs. Donc comme c'était à peu près un niveau équivalent, donc cette année c'est vrai que j'ai pas eu trop de soucis. Mais il faut être deux. Malheureusement, il faut être deux. Donc sinon on peut pas faire du travail cohérent. Ah, on t'entend plus. Ah, pardon, je me suis Pendant trompé. que Pardon. J'étais passé à Émilie, justement. Toi, tu vas faire des National 3. Est-ce que tu as Oui. déjà un assistant de prévu? Eh ben oui. Oui, il y a un jeune là, mais que je ne connais pas non plus. Donc, tu vois, je l'ai rencontré la semaine dernière. Donc, pareil, je connais pas sa façon de travailler. Je sais pas grand-chose. Donc, ça va être un petit peu l'inconnu. On va essayer de se rencontrer quand même avant. Lui va avoir l'équipe 2 du Coteau. Donc, mais je sais qu'il veut. Je lui ai demandé s'il voulait assister au match et aux entraînements. Donc, il m'a dit oui, il pourra pas assister à tous les entraînements, mais il veut être là au match. Donc, on verra comment ça va se passer. Je sais que cette année, il y avait 2 mamans qui étaient là avec moi, qui étaient des anciennes joueuses. Donc, il y en avait une qui gérait plus le côté intérieur sur le travail individuel, parce que c'était une ancienne intérieure. Et l'autre en match qui gérait un petit peu les pleurs, les bobos, voilà. Tu vois, un petit peu tout ça. D'accord. Et moi, je gérais tout le côté technique. Et justement, toi, ton assistant que tu vas avoir, est-ce que tu vas lui donner un rôle spécifique? Ben, je t'avoue que je sais pas encore. Je sais pas. C'est une bonne question. On va voir. Déjà, faut qu'on soit en accord sur ce qu'on va proposer en fait. Mais je pense que oui, de toute façon, je vais. Moi, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui laissaient pas de place aux assistants. Donc, je trouve ça dommage. Il faut laisser de la place à tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Donc oui, je vais lui laisser bien sûr de la place, mais je ne sais pas encore comment. Très bien. Christophe, toi? Je vais pas parler de moi avec mes seniors là, mais encore une fois, c'est contextuel. On a une équipe de U20 garçons qui sont hyper investis Alors je sais que pour moi c'est la première fois que je constate ce bel élan de solidarité. Ils sont investis dans tout ce que l'on fait. Mais vraiment dans tout ce que l'on fait, hein, que ce soit le barbecue à la fin de l'année là pour le tournoi, jusqu'à s'investir auprès des jeunes, même sur des tables d'arbitrage le dimanche matin avec les anciens. Ils sont tout le temps à la salle.
Il y a une douzaine de U20 là, et donc je leur ai proposé de venir là dans la formation de cadre. Ça les a intéressés, et donc du coup, je me sers d'eux. Enfin, je leur mets le pied à l'étrier sur les centres génération basket qu'on organise là sur les périodes de la Toussaint, février, Pâques, et je leur ai proposé aussi, à leur bon vouloir, d'intégrer, enfin de jouer le rôle d'assistant auprès des différentes équipes que l'on a là dans notre section, sur les U11, à l'école de basket chez les tout petits, jusqu'au U15. Je leur demande pas de s'investir avec les U17 parce que c'est un âge qui est un peu trop proche du leur. Voilà, mais ils s'investissent beaucoup surtout sur l'école de basket où il y en a 3 et on les fait tourner là tout le temps là. C'est pas tout le temps les 3 mêmes. Et après ils sont sur les U11, U13. Donc l'entraîneur principal a toujours au moins 1 voire 2 U20 régulièrement à l'entraînement pour donner des conseils, jouer le rôle un peu de grand frère. Alors c'est pas évidemment un apport technique de très haut niveau, mais en tout cas ils sont là pour apprendre, pour donner quelques conseils aux plus jeunes, les encourager, enfin jouer ce rôle de grand frère le temps qu'ils passent des diplômes, qu'ils prennent un peu d'expérience. Et puis ce sont des jeunes qui, au bout de quelques années, normalement, devraient être responsabilisés en tant que, quand ils auront passé des diplômes, là, dans 4-5 ans, on devrait les responsabiliser sur les différentes catégories. On va essayer de trouver un roulement comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, mais sinon, comme tous les clubs amateurs, jusqu'à présent, nos entraîneurs étaient seuls à la tête de leurs équipes. Super. En fait, je crois qu'on va tous être d'accord ici. Je pense qu'on va vouloir aller à Malakoff. Mais je vais bientôt redescendre dans le sud. Hein. David, toi, tu as un avis sur ce sujet? Bah écoute, moi, l'année dernière, j'avais que 5 joueuses aux entraînements, donc j'étais pas trop embêté par le nombre de joueuses ou de joueurs. Et là, pour la prochaine saison, j'ai la chance d'avoir un assistant, donc on va se rencontrer et puis on va pouvoir échanger sur ce sujet, voir comment on peut se répartir les tâches et puis voir si on va dans la même direction par rapport à ce qu'on veut proposer. Donc je vais connaître ça ma première année. Voilà. Ok, d'accord. Flo, toi? Bah moi, j'ai eu sur mes 2 dernières années de groupe U13, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui voulaient se former, entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai récupéré une de mes anciennes joueuses que je salue, c'est Justine. Et puis, j'avais un ancien de mes joueurs qui s'appelle Benazouz et que je salue aussi. Et donc, du coup, on a eu la chance d'avoir 2 et un assistant. Donc, voilà. Donc, en fait, essentiellement, je leur donne des situations de tir, des situations d'échauffement. Ils ont la pose de la caméra sur les jours de match, la prise statistique. Et il y en a un qui a surtout la charge du développement individuel sur toutes ses coutures. Mais je vais pas épiloguer parce qu'on va en parler après, mais il avait la charge individuelle, donc de développement individuel physique, mental et technique. Voilà. Donc globalement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et j'ai eu la chance d'avoir eu 2 assistants sur la catégorie U13. Voilà. Ok, Seb? Toujours la même question. Mais j'ai répondu. Ah bon? Ah mince, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pas grave, hein. On est tellement Moi, tu beaucoup suis qu'en pas, fait, toi, je suis tout, mais le problème c'est que j'ai fait tac 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 et donc du coup je ne sais plus où j'en suis. C'est pas malin. Ah, c'est la première fois. On peut m'excuser quand même, c'est ma première fois. Oui, t'en as la question pour les séances Oui, et les outils. bien sûr. Je sais où j'en suis. Comment construisez-vous vos séances et avec quel outil? Êtes-vous plus du style technologique ou papier? Et selon vous, lequel est plus adapté au format jeune? Flo? Bah, moi personnellement, je fais tout sur un cahier entraîneur. Donc j'ai un cahier entraîneur et après j'ai un porte-vue où je me place pas mal de documents. Et pour moi, tous les supports permettent de préparer une séance. Donc pour moi, il n'y a pas de support plus adapté au format jeune. Je pense que voilà, il faut vraiment prendre un cahier entraîneur, un porte-vue. Et à la rigueur, aujourd'hui, peut-être utiliser beaucoup la vidéo parce que je sais que les gens aiment regarder des choses. Mais voilà, je pense que le support principal, ça reste quand même le cahier et le stylo. Christophe? On en a déjà parlé là au travers d'une précédente visio là. Peu importe l'outil, finalement, il faut qu'il soit maîtrisé par l'entraîneur.
ce soit un format papier ou ordinateur. Moi, personnellement, je fais tout à l'ordi. Je fais tout à l'ordi parce que, bon, au fil des années, j'ai des tableaux Excel qui me permettent de quantifier le nombre d'heures d'entraînement. Quand on fait le lundi un travail spécifique sur l'adresse, par exemple, moi, j'ai des grilles de tir que j'utilisais déjà en TIB à l'époque avec les cadets nationaux, là. Que j'ai fait évoluer évidemment, mais ça me permet de quantifier et de pouvoir dire à la fin de l'année, voilà, on a fait tant d'heures de travail sur tel aspect du jeu. Moi, je suis très tableau Excel, voilà, je suis comme ça, mais ça, enfin moi, c'est personnel, vous comprenez, je pense que, mais cette année, je suis revenu un peu au cahier aussi. Mais par contre, ce que je demande moi aux entraîneurs, c'est effectivement d'avoir quoi qu'il arrive une préparation de la séance d'entraînement et une trace derrière de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire de débriefer derrière, hein, sur ce qu'ils avaient préparé, ce qui marche pas, une perspective pour la séance d'après ou pour le cycle d'après. Bon, bref, ça c'est important. Après, l'outil, peu importe à la limite, hein, ça peut être gravé sur une dalle en marbre, ça prend plus de temps, mais peu importe. Ok. Et Émilie? Moi, je suis très cahier et stylo aussi. J'essaye petit à petit de mettre un peu sur ordi pour avoir voilà, des grilles de shoot qui ressortent à chaque fois et que tu peux garder au fil des années. Et j'essaye de me faire un cahier d'entraîneur où je vais recenser tous les entraînements, tous les exercices, mais c'est hyper long en fait sur ordinateur. Donc, mais voilà, je suis en train de commencer à faire ça, mais sinon toujours cahier et stylo en fait. D'accord. Seb? Papier, stylo, ça c'est évident. Mais surtout, planification annuelle au départ. Parce que sans planification annuelle, tu vas pas savoir où travailler, sur quoi travailler, surtout en catégorie jeune. Moi, je passe beaucoup de temps sur des cycles en jeune. Et pas par exemple, si tu as perdu de 40 points, on va pas travailler que la défense sur un entraînement. Ou si on a raté beaucoup de tirs en course, on va pas faire que de l'adresse pendant un entraînement. Donc le papier, c'est ce que j'utilise tout le temps. Mais surtout la planification annuelle, qui est changeable bien sûr, mais en tout cas, de temps en temps, oui, le PC. Quand j'ai des notions importantes, oui, je prendrai le PC. Mais le papier, pourquoi? Parce que ça me permet de marquer, de faire un retour sur la séance après, qui est vraiment essentiel pour la séance future, voire une semaine, voire 2 semaines après la séance qu'on a faite, si c'est du acquis ou non acquis. Ok, David, toi? Moi, je fais tout sur papier aussi. Pour l'instant, j'ai pas mis trop le nez au niveau PC, donc je fais à l'ancienne mode, moi. Et tu penses pouvoir un peu faire un peu de technologie ou pas, toi? Oui. Mais je pense que ça va être obligé de toute façon. Donc, on va essayer de s'y mettre pour la nouvelle saison. Très bien. Karine? Alors, moi, c'est un melting pot de tout. C'est l'ordinateur en fin de saison, plus que dans la saison, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais tout sur papier. Et puis, à la fin de saison, je fais le tri de ce qui a beaucoup servi et ce qui a été moins bon. Donc, ce qui a servi, je vais le garder sur ordi et puis je vais m'en servir les autres années. Donc, je m'en sers tout au long de l'année, mais bien sûr qu'à l'entraînement, je fais comme la moitié des entraîneurs. J'ai mon cahier ou ma petite feuille dans la poche. Et voilà. Mais c'est vraiment un mélange de tout parce que je reprends des exercices d'avant. Pareil, quand on fait des camps, des exercices qui viennent d'autres entraîneurs ou des choses qu'on a pu voir à la télé. Voilà. Très bien. C'est constructif, c'est bien, on a plein d'avis sur ce sujet-là. Depuis qu'on fait des lives, on en a parlé assez souvent, je trouve, mais c'est bien d'avoir un peu plus d'avis que d'habitude, d'avoir que 5 avis. Il faut avoir peut-être l'avis de tous les coachs, ce serait cool. Et si je peux me permettre, Kevin, Vas-y, dis-moi. est-ce qu'on pourrait demander à Seb comment il organise sa planification là? Oui, j'ai Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant en fait. J'ai une moto qui passe, désolé. Planification, après, tout dépend sur quelle catégorie. Si c'est en jeune, tu parles? Ouais. 13 ou 15? Ouais, à peu près, ouais. Mais déjà, on fait sur l'année précédente, on fait un retour en arrière des acquis, des non acquis.
Après, c'est vrai qu'il y a une question là qui revient sur la question de chaque joueur a un suivi. Donc, en fonction du suivi de chaque joueur, je travaille sur des cycles. Et je fais des cycles de 6 semaines. Donc, par exemple, début septembre jusqu'à mi-octobre. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, je focalise les fondamentaux individuels. D'accord? Beaucoup offensif et du pré-collectif. Donc 2 contre 2, 3 contre 3. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou sinon je peux rentrer Oui, plus oui, dans... non, 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 mais je voulais savoir justement dans le temps comment tu organisais justement tes 10 mois d'entraînement à peu près, parce qu'il y a 2 mois où on break, grosso modo. Oui, voilà, oui. Même si on peut s'entraîner en juillet, mais bon, il y a une semaine à Noël qui saute, si ce n'est les 15 jours, bon, voilà. Ben, Donc on tu s'entraîne 10 mois dans l'année. Tu passes à peu près 6 semaines, 5-6 semaines. Tu vois, début septembre, mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Après, tu fais début novembre, fin décembre, mi-décembre. Et voilà, Ouais, sur les rythmes scolaires. Non, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est justement qu'est-ce qui peuple ta planification? C'est-à-dire, qu'est-ce que les critères, les technico-tactiques, tu as répondu, les fondamentaux. Est-ce que tu mets un peu de préparation physique, de développement physique là-dedans? Oui, beaucoup de motricité. Surtout à l'échauffement. Tu vois, travail d'échelle de rythme, travail de plot, tout ce qui est coordination. Donc après, c'est sûr que l'idéal, ce serait que tous les gamins aient une corde à sauter. Ça paraît banal, hein, mais une corde à sauter, à leur âge, normalement, ils savent sauter. Mais tu leur demandes, souvent, je leur travaille surtout en largeur, de faire un saut, alors, sauter, bras en l'air, accroupi, sauter en l'air, courir, course arrière. Et bien, tout ce qui est motricité, ils ont beaucoup de mal. Donc, je ne sais pas si ils ont beaucoup de mal, mais moi, ça, tout ce qui est la proprioception, c'est très difficile. Hein. Ok, super. Bravo. Kevin, je t'interromps 2 secondes. On a une question de Fred sur Facebook. Oui. Bonjour, le papier me semble plus pratique pour une utilisation à l'instant et le PC pour poser plus tranquillement les feedbacks de séance, non? Qu'en pensez-vous? Le PC, il nous permet, enfin moi, le PC, j'écris ma séance que j'imprime derrière. Donc j'ai du papier à la main. La séance que je tape à l'ordinateur là dans les petites cases là, je l'imprime derrière. Quoi qu'il arrive à l'entraînement, j'ai un crayon papier, je barre, je rajoute des choses que j'ai vues, qu'après je réinsère en mode informatique là. Mais et ouais. Ok. Bah justement, on va parler un peu des fondamentaux. Quel temps prennent les fondamentaux défensifs, offensifs et collectifs dans vos entraînements et dans quel ordre préférez-vous les mettre en place? On va faire ça avec Émilie. Moi, cette année, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, j'avais rarement des entraînements tout seul. Du coup, j'étais un peu tributaire des autres entraîneurs parce qu'on s'entraînait avec la RF3. Et du coup, comme j'étais un peu en formation cette année, j'avais pas trop le choix. Donc, je suivais un peu le mouvement. Mais quand j'arrivais à faire seul, je mettais déjà un échauffement à base de motricité et travail d'appui, échelle de rythme, un peu tout ça, explosivité. Et après, tout ce qui était un petit peu... J'avais un fil directeur. Par exemple, si je travaillais le rebond, je travaillais mon échauffement à base de rebond. Et après, je transitais un petit peu par rapport à ça sur du 2-2, sur du 3-3. Et après, j'arrivais au 5-5. Mais je mettais... Sur les entraînements seuls, j'avais pas vraiment d'entraînement défensif. Ma défense et mon attaque faisaient partie... voilà, pour bien attaquer, il fallait bien défendre et vice-versa. Ok. Karine ? Oui, alors moi, c'est moitié-moitié. Hein, y a pas de... Après, ça dépend toujours de la période où on est. Ça revient à la planification. C'est-à-dire que si on a des matchs le week-end, on n'a pas de match le week-end. Ce qu'on a fait dans le match du week-end précédent ou pas. Donc là, ça va venir par rapport à ça. Surtout si on est en préparation. Voilà. Mais globalement, on travaille autant les fondamentaux individuels, collectifs que défensifs personnellement. Parce que dans les jeunes, on a besoin des deux. Donc voilà. Ok. David ?
Ben, écoute, moi, il y a un petit peu de shooting au départ, l'échelle de rythme, des petites courses, et après, moi, c'est beaucoup de fondamentaux individuels, parce que vu que j'avais que 5 joueuses, pour faire du collectif, moi, je pouvais toujours faire du 5 contre 0, mais c'était beaucoup d'individuels la saison passée. Très bien. Seb, justement, on a parlé des fondamentaux tout à l'heure. Et d'un suivi. Beaucoup d'aspects offensifs. La défense, jusqu'en U15, je la vois sur les oppositions. Souvent, quand je fais beaucoup de 2 contre 2, 3 contre 3, mais tout terrain. Donc, savoir transiter attaque-défense ou défense-attaque. La défense sur jeu placé, je ne la travaille pas. Moi, je vous le dis, je ne la travaille pas. Uniquement par l'opposition, ça dépend si je travaille par des thèmes. Par exemple, travail de passe, il n'y a pas de dribble, pression sur le joueur qui a pression sur le ballon, parler, communiquer, mais très peu de la défense individuelle, ballon côté ballon. Enfin. Après, bien sûr, de U13, U15, à partir de U15 deuxième année, oui, là on peut rentrer dans les détails. Mais en catégorie jeune, hormis les oppositions sur les petits matchs, là, non, je ne fais pas. Je pense qu'on a beaucoup besoin d'avoir un travail avec ballon, même si on peut travailler la défense avec ballon, bien sûr. On a vu beaucoup d'exercices. J'avais vu un clinique avec Laurent Buffard sur la défense, sur l'échauffement à base de ballon, oui. Mais je pense que pour les jeunes, l'aspect offensif, après, aller à la reconquête du ballon, c'est aussi primordial. Mais sur les oppositions. Très bien. Flo ? Pour ma part, ils sont présents tout au long des entraînements et c'est un fil directeur dans la saison. Donc, si tu veux, je vais y revenir énormément en fait tout au long des entraînements et tout au long de la saison. Je suis un peu comme Seb dans l'aspect défensif. Je suis vachement dans l'opposition pour le développer. Voilà, donc là-dessus. Et après, j'ai pas d'ordre de préférence. C'est-à-dire que j'ai pas de offensif d'abord, défensif après. Ça va rejoindre la planification annuelle que j'aurais effectuée auparavant. Ok, Christophe ? Je reviens sur nos créneaux du lundi. Vu que ce sont des créneaux qui sont exclusivement dédiés au perfectionnement individuel, lors des 2 autres séances basket, finalement, c'est vrai qu'on fait énormément sur l'heure et demie d'entraînement, on fait 1 heure de collectif. Alors, collectif, hein, avec des U13, on fait pas 1 heure de 5-5 tout terrain. Bon, voilà. Nous, on a essayé de consacrer une demi-heure d'entraînement et c'est une demi-heure d'échauffement finalement sur, encore une fois, une continuité de ce que l'on a fait le lundi sur du plan physique, sur le plan technique, donc la maîtrise des fondamentaux, c'est très souvent ça. Et après, on a toujours la même trame d'entraînement, c'est-à-dire qu'on part du 1 contre 1, donc de l'agressivité offensive, le 1 contre 1 dans sa dimension collective. Donc on a toujours la même trame, c'est 1 contre 1, 2 contre 2, 3-3 ou 4-4. Alors en U13, on fait pas de 4-4, on fait du 3-3. En U15, on commence à faire du 4-4 pour terminer finalement par du 5-5 tout terrain. Parce que on s'est rendu compte finalement que on arrive avec le temps à avoir des résultats plutôt convaincants et concluants sur le développement des qualités individuelles du joueur, que ce soit de la défense ou de l'attaque. Mais on est beaucoup trop vite, et pour nous ça c'est quand même un fléau là, confronté à des joueurs qui finalement ne pensent pas le basket. Donc c'est ce qu'avait dit Karine en début de visio tout à l'heure. C'est que on souhaite très rapidement aussi sensibiliser nos jeunes joueurs à cette notion-là. Alors, c'est pas un mot que j'emploie avec eux évidemment, mais avec vous je peux me permettre, l'intelligence situationnelle. C'est qu'on essaye de se servir de l'agressivité offensive, donc du 1 contre 1, dans sa dimension collective. Donc après, on va travailler du spacing, on va travailler des enchaînements d'actions, de reconnaître certaines situations pour prendre la bonne décision, etc. Donc c'est vrai que sur les 3 heures d'entraînement d'équipe que l'on a, sur toutes nos catégories de jeunes, il y a au moins 1 heure d'entraînement
basé sur sur du 1 contre 1 et le pré-collectif derrière. Voilà. Sachant qu'on a un troisième entraînement qui est dédié au perfectionnement individuel. Plus, le mercredi soir aussi, on a dégagé, Ça alors, suffit. non, il y a des équipes qui font la gueule, mais je pense que c'est nécessaire. On a monté une école de 3-3. Donc en fait, nos gamins qui sont complètement accros au basket, ils viennent une 4e fois. Ils ont 4 entraînements par semaine, tu vois. Mais tout le monde peut le faire, Karine. Tu sais, faut être force de proposition. Oui, tout le monde peut le faire. On est très pauvre en créneau, nous, à Malakoff. Non, bon, on est ça super. s'entend pas. Ah ouais, ben, tu viendras voir. Tu vas voir. J'ai encore une mauvaise nouvelle aujourd'hui, si tu veux. Et en fait, le fait d'avoir monté cette école de 3-3, travailler sur du pré-collectif tous les mercredis soirs. Donc, ça nous, voilà. Ouais, Mais pas le mal. basket, ça reste un savoir-faire ensemble quand même. Hein. C'est C'est pour pas ça que j'aime que, beaucoup le enfin- pré-collectif, moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ah ça. ouais. Après, la Ah motion, ouais, il faut c'est qu'ils sûr en que mangent, c'est- quoi. Hein, tu vois. Après, à oui. 17 ans, enfin moi j'ai été entraîneur là, mais tout le monde, enfin, je veux dire, vous avez tous été joueurs. Quand vous voyez des jeunes joueurs, mais même sortir du centre fédéral, quand ils arrivent après en espoir ou dans les structures professionnelles ou en bout d'équipe, là, moi j'en ai reçu, tous les entraîneurs pro ils disent la même chose. Ils savent pas jouer au basket. Non. Alors, Ça doit en être plus, un- maintenant, avec tous les Hitch, là, qui est un peu partout, là, hein, les Savovic, les Mitrovic, alors eux, vous les entendez, on est encore à la préhistoire du basket, hein. Donc ça me semble important, et je pense que quelque part, ils ont un peu raison. Ça me semble important aussi de sensibiliser très tôt nos jeunes à cette fameuse intelligence situationnelle. Très bien. Et David, toi? Du coup? Mais j'ai répondu à la question, mais si je peux rajouter un peu. Oui, parce que t'as pas beaucoup Moi, parlé, je David, hein. et moi, je fais beaucoup de 1 contre 1, 2 contre 2, vu que j'avais 5 joueurs, si tu veux, du 3 contre 2, ça, c'est ce que j'ai fait beaucoup la saison dernière. Très bien. Justement, on va rebondir. Faites-vous un suivi des joueurs par joueur ou bien un suivi collectif? Et si vous avez la vidéo, quelle place prend-elle dans vos entraînements? D'accord? Flo? Et juste avant de répondre à ta question, il y a une question de Facebook, c'est pour ça que je levais la main. Ouais, justement, c'est pour ça que je te donne la parole. Une question sur les fondamentaux. Je suis pas fervent de la défense spécifique. U13 qui vient naturellement en cherchant à récupérer le ballon. Quelle place vous donnez au travail du rebond offensif et défensif? C'est une question de Fred. Ça, c'est la combativité et après, ça rentre dans l'agressivité. Donc, je pense qu'il faut inculquer la notion de rebond dès le plus jeune âge. U11. U11. Elle est vite oubliée. On oublie beaucoup le rebond offensif et défensif. Mais ça se retrouve après au niveau professionnel. Je pense qu'en France, on n'a pas eu cette culture du rebond. Et moi, j'ai joué dans des équipes où on prenait pas de rebond offensif, quoi, mais parce qu'on n'avait pas, on nous avait pas appris à prendre ces rebonds. Maintenant, on voit un petit peu plus, notamment avec Jérôme Fournier, qui vraiment insiste sur cette notion de rebond sur les équipes de France. Donc, je pense que les jeunes qui arrivent en ligue féminine ou en JP Elite, maintenant, ils ont un peu plus cette notion de rebond, mais avant, ça se voyait moins ou pas du tout. Ok. J'espère que Fred, tu as eu la réponse à ta question. Alors, on passe à la question suivante. Donc, faites-vous un suivi des joueurs par joueur ou bien un suivi collectif? Et si vous servez de la vidéo, quelle place prend-elle dans vos entraînements? On va faire ça avec Karine. Alors, le suivi individuel, oui, forcément, parce que ça revient à l'humain de tout à l'heure. Donc, c'est personnalisé, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que, alors moi, j'ai surtout des U15, U17, donc c'est des ados, pré-ados. On communique beaucoup en dehors, avant, pendant, pour dire aussi bien des bêtises que des choses intéressantes, que leur futur. Parce que, comme l'a dit Christophe, ils ne deviendront pas tous basketteurs. Loin de là. Donc, oui, il y a un suivi général et humain et plus psy. Voilà. Donc, après la vidéo, je l'inclus, c'est-à-dire que je fais des vidéos pendant l'entraînement pour chaque joueur, pour leur présenter des mouvements qu'ils ne s'imaginent pas. Après, ça peut nous arriver de regarder des bouts de match, mais ça, il faut encore que ça soit filmé.
Donc c'est encore une autre étape suivant le niveau et suivant les capacités aussi. Sébastien? Moi, je passe énormément de temps sur des suivis de joueurs. Et ils sont suivis par tous les trimestres. Donc septembre, janvier, mai. Donc il y a du contenu individuel, il y a du contenu pré-collectif, donc offensif, défensif. Et après, il y a aussi la capacité évolution, donc la relation avec les autres joueurs, l'écoute des consignes et le respect de l'arbitrage. Donc je fais des critères, je fais acquis, non acquis ou pas du tout acquis. D'accord. Émilie? Moi, j'ai rien fait de ça cette année. Ni vidéo, ni suivi, ni tout ça, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place l'année prochaine. La seule chose que j'ai fait, c'est des entretiens, un petit peu individuels, mais pareil sur le côté humain, tu sais, avec des cartes sur les émotions, savoir un peu comment elles allaient, comment elles se sentaient dans l'équipe, mais pas niveau technique basket. C'était juste sur le côté émotionnel un peu et vraiment humain hors basket. David? Mais moi, je faisais que sur le côté humain aussi. Donc l'année prochaine, je sais qu'on va faire un petit suivi de chaque joueur. Et je me rappelle de ce qu'avait dit Christophe une fois, c'était au niveau de la vidéo, c'était 10-12 minutes maxi par entraînement, si je me souviens bien. Donc on va essayer de mettre ça en place pour la prochaine saison. Au départ, c'est vrai que c'était beaucoup de côté humain qui était ma priorité. Alors justement, toi Christophe? Ben, c'est délicat. La vidéo, oui, bien sûr, David, hein, c'est ce qu'on avait dit, mais après, force est de constater quand même que ni les entraîneurs, parce que malheureusement, dans les structures amateurs, dans les clubs amateurs, les entraîneurs sont pas suffisamment payés pour en faire leur métier, donc ils travaillent à côté. Alors ça demande du temps, certains le font, mais pas tous, même pas un tiers. Je sais que moi, l'entraîneur qui était responsable des U20, il fait aller une fois par mois un retour vidéo sur ses matchs. Et là où je suis pas forcément d'accord avec lui, c'est qu'il fait des retours tactiques, quoi, le système, le machin, le ci, plutôt que de faire des retours individualisés sur des attitudes, sur des notions un peu plus fondamentales du basket. Voilà. L'entraîneur des U11 cette année, lui, il a passé son diplôme là d'assistant vidéo à la Fédé. Donc il a eu aussi cette année un retour avec ses joueurs, un retour vidéo sur ce qu'il faisait. Mais c'est pas systématique. Alors moi quand ça se passe comme ça, voilà ce que je leur dis. Je dis qu'il vaut mieux passer beaucoup plus de temps sur le terrain à travailler que d'essayer de dégager du temps qu'on n'arrive pas à trouver, parce qu'entre un entraîneur qui n'est pas disponible, les jeunes joueurs qui l'école, d'autres activités parce qu'ils font pas que du basket tous, etc. Finalement, on n'arrive pas souvent à les avoir sur d'autres créneaux horaires que les créneaux d'entraînement. Donc ça veut dire qu'il faut sacrifier du temps d'entraînement pour faire un peu de vidéo. Alors c'est nécessaire, 10-12 minutes David évidemment, hein, mais pas plus. Et grosso modo, on va dire aller une séance vidéo par cycle. Seb tout à l'heure parlait de ces fameux cycles. C'est les cycles scolaires, hein, de vacances à vacances, ça fait 7 semaines à peu près. Voilà, donc on essaye de faire comme ça. Nous, on a un suivi par contre, une fiche qu'on a appelée la carte d'identité. Donc chaque joueur a une carte d'identité. Et cette fiche d'évaluation évalue différentes compétences sur le plan physique, sur le plan technico-tactique, sur le plan mental, sur le plan, on a parlé tout à l'heure de l'hygiène, de la nutrition, etc. On essaye d'être le plus juste possible et de pas trop se tromper. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est quand à l'école, et qu'un prof de maths, il peut mettre 16 à un élève, et le même devoir avec un autre prof, l'élève, il peut se retrouver avec 12, quoi. C'est-à-dire que finalement, il faut qu'on se mette d'accord, tous les entraîneurs, pour être capable d'évaluer de la même manière chacun de nos jeunes joueurs. Parce que si un entraîneur sur la catégorie U13, il estime que, je sais pas moi, sur la défense non porteur, tous les voyants sont au vert et qu'il a la note maximale et qu'arrivé en U15, par exemple,
l'entraîneur il récupère la fiche, il dit mais attends, il s'est foutu de ma gueule, il est incapable de venir à l'aide, à l'opposé du ballon, il sait pas ce que ça veut dire, il sait pas comment se passer. Bon bref, donc c'est pour ça que il faut faire un suivi. Mais moi ce que je voudrais dire c'est que les entraîneurs il faut qu'ils se mettent d'accord sur comment évaluer les joueurs et pas se tromper sur le niveau d'exigence. Et ça c'est le rôle du directeur sportif normalement d'être très attentif à tout ça quoi. Le suivi, de toute façon, il est indispensable. Ou alors, on ne fait pas notre métier correctement. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu dis d'ailleurs, c'est très vrai. Il y a vraiment des parts de vérité dans chacun de vous de ce que vous venez de dire. Et là, c'est très important. Flo, à toi? Bah, écoute, moi, le suivi collectif, il va se traduire par les résultats, par comment on va jouer notre équipe. Voilà, c'est des choses comme ça. Le suivi collectif il va se voir sur la vidéo parce qu'on met la vidéo en place sur les matchs. Donc on va voir comment évolue notre équipe de manière collective. Et évidemment, le suivi individuel, il est indispensable. Donc on a des grilles d'évaluation. Donc je vais pas rentrer plus en détail puisque Christophe a quand même hyper bien détaillé le travail. Et ça m'est arrivé de faire des retours vidéo, essentiellement individuels. C'est-à-dire quand je vois vraiment un comportement qui me dérange ou des choses que j'ai envie d'amener par rapport à mes joueurs, je le fais individuellement. Et quand on fait un retour collectif, c'est simplement pour voir les attitudes ou les comportements verbaux et non verbaux que les joueurs ont sur le terrain. Je rentre pas en détail sur des hypothétiques formes de jeu ou des systèmes. Non, c'est simplement pour montrer aux joueurs et aux joueuses leur comportement. Et comme on dit, on peut pas mentir sur la vidéo. C'est-à-dire que quand on se voit à l'image, ben, on peut pas dire le contraire puisque c'est factuel. Voilà comment j'organise sur cette question-là. Très bien. Je rebondis parce qu'on a une question internaute. C'est une question d'Hervé qu'on salue. Avez-vous des référents ou des mentors qui influencent vos choix ou vos méthodes? Hervé qui? Hervé Chabert. Ah, j'en étais sûr. Je ne répondrai demande si on a des référents ou des mentors. Bon, Hervé, c'est mon mentor. Non mais pour de bon, c'est quelqu'un quand j'étais jeune là, ici à Antibes, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'il avait et c'est quelque chose de très important quand on veut entraîner, et surtout quand on commence, parce qu'on n'y arrive pas quand on commence, c'est d'avoir de la prestance. C'est vrai, Hervé, il a toujours eu ce charisme un peu, cette prestance et cette gentillesse là, voilà. Toujours le sourire. Oui, on a tous des mentors évidemment, encore heureux. Heureusement qu'on a des mentors. Alors moi je voudrais juste rebondir sur tout ce qu'on a dit juste avant. Moi je pars du principe, je vais juste parler pour mon avis personnel, d'accord? Je pars du principe où tout à l'heure Christophe tu disais parler de temps, on n'a pas forcément le temps, il y en a qui travaillent tout ça, mais je pense que quand on est passionné et quand on a envie de travailler dans ce domaine-là, on se donne les moyens du temps et on en a du temps. Donc après si t'es passionné et que t'aimes ça, tu l'as le temps. Ben, comme je pense qu'il y en a beaucoup, tous les coachs disent que les joueurs ils font leur entraînement, ils rentrent à la maison, c'est fini. Tandis qu'un coach, s'il n'est pas à la page tous les jours, s'il se documente pas, s'il va pas aux infos, s'il fait pas des recherches, je vois pas l'intérêt d'évoluer personnellement. Donc il faut toujours aller à la recherche des éléments, pourquoi il travaille comme ça, pourquoi il... Ouais, il y a beaucoup de questions, mais je pense que quelqu'un qui est motivé, et, il peut voir quelque chose d'assez important. Donc, on compte pas le temps qu'on passe quand on fait les exercices, on compte pas le temps. On compte pas. Moi, personnellement, je compte pas. Moi, je sais que tous les soirs, je regarde, j'essaie, j'analyse, j'adapte, et je fais pas du copier-coller. Très important. Utilisez-vous la préparation mentale chez le jeune, quelque chose qui est très important d'ailleurs, ou la jeune joueuse, et sinon, êtes-vous attiré par cette pratique, David? Bah écoute, attiré, peut-être pas spécialement, mais c'est vrai que j'essaie toujours d'être le plus proche possible de mes joueuses, de toujours
les encourager. Il y a un mot que moi j'emploie jamais, peut-être que vous, oui, et ça serait bien que vous m'expliquiez un petit peu ça. Moi, j'emploie jamais le mot échec au sein de mes joueuses. Je leur dis, voilà, on n'a pas réussi parce que c'est vrai que sur les mêmes des tirs en course, en U13, en gros, ils arrivent à faire du 3, 4 sur 10. Et le mot échec, ça m'a employé une fois et j'ai vu que sur le visage des enfants, échec, je trouvais que ça faisait un petit peu fort comme mot. Donc, ça, je l'ai supprimé de mon vocabulaire, mais sinon, je suis toujours à les encourager, à les pousser, à toujours aller au-dessus, quoi. Et que, comme je dis, quand on veut quelque chose, eh bien, on se donne les moyens. Donc, c'est les répétitions d'exercices, ils mettent la volonté, ils mettent, voilà, tout pour y arriver. Et je pense que c'est après le rôle aussi d'un entraîneur à pousser ces jeunes à toujours faire plus pour qu'il y ait un maximum de taux de réussite, quoi. Très bien. Émilie, toi, tu penses pouvoir le faire ou tu l'as déjà fait? Ou tu le fais déjà? Pas de préparation mentale vraiment, mais tu sais, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu avec les cartes des émotions, des petits outils comme ça, des dés, tu sais, dés où tu racontes une histoire et ça fait un petit peu parler les joueuses, mais moi c'est toujours par rapport à ça et toujours valoriser. Donc en France, on est les spécialistes de pointer ce qui va pas et moi j'essaye justement d'être vraiment dans la bienveillance et toujours la valorisation pour que les gamins soient motivés. Parce que si tu les démotives, après tu les perds et c'est fini pour eux, tu vas plus les revoir. Donc vraiment, moi, si j'ai appris quelque chose en formation aussi, c'est ça, toujours être dans la valorisation. Et j'ai été joueuse, donc je sais ce qu'il faut ne pas faire, en fait. Voilà. Ça, c'est bien comme expérience en tant que joueur, joueuse. Mm. On peut emmener notre équipe là où on veut, c'est bien ça. Seb? Ben, sur la prépa mentale, quelque chose assez important, c'est de regarder le tennis. Comment les tennisman, comment ils préparent leur saison, comment ils préparent leur match. Et là-dessus, ils sont très forts, très forts. Après, tout ce qui est le travail, je pense qu'il faut voir, il faut connaître la personne. Comment elle réagit. Si, comme il dit David, bon, s'il n'utilise pas le mot échec, moi je ne l'utilise pas non plus. Mais si la fille est en échec en match, des fois elle est frustrée. Donc, est-ce que toi, tu vas aller sur la joueuse ou la laisser de côté, elle va reprendre ses émotions, elle va se calmer et après, elle va se remettre dans le droit chemin. Et je me rappelle toujours par rapport à Christophe, ton père, il nous disait à chaque fois, vous ratez, vous êtes en échec, vous devez couper l'image. Allez toujours sur du positif. Je ne sais pas si... ouais. Et ça, je me rappelle quand j'étais en formation, il inculquait toujours couper l'image. Ouais. Ah, c'est Ça cool, fait rire. Ouais. Karine? Donc oui, après, Pardon, bon, excuse-moi. pardon, ouais, j'ai pas fini. Et là, je sais que comme j'ai repris l'équipe de Prénat de Cavigal, j'ai fait comment ça s'appelle? Entretien téléphonique. Donc ça, des fois, avec certaines, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, mais d'autres, ça a duré 40 minutes. Et j'ai pris 3 soirs, de 5h à 19h30, j'étais au téléphone. J'ai même appelé une joueuse à l'étranger. Donc voilà, donc je pense que faut parler, il faut connaître la personne avant de juger. Et je pense que il faut garder le respect avec l'individu qu'on a, quel que soit son caractère. Très bien. Karine? Oui, alors, oui, je fais de la préparation mentale. Alors moi, personnellement, je m'informe beaucoup je fais pas du copier-coller, mais du copier sur beaucoup de sports. Pas forcément le tennis, mais on va passer par le hand. Je trouve que ça se rapproche beaucoup. Donc, j'utilise beaucoup le hand, le football américain, où là, je vais chercher beaucoup d'idées. Et puis, je communique avec certains coachs, dont un du Cavigal, Cédric, qui est préparateur mental. Donc, voilà. Après, on en fait tous, hein. On en fait tous, puisqu'on discute avec nos joueurs, nos joueuses, on est bienveillant avec eux, on veut savoir comment ils vont, comment ils travaillent à l'école, qu'est-ce qu'ils font, leur famille, tout ça. Donc ça devient de la préparation mentale quelque part.
En revanche, pur et dur, à certains niveaux, c'est faisable. Plus petit, c'est compliqué quand même. Faut pas parler de mots échec, par exemple. Voilà. Très bien. Flo? Mais moi, personnellement, la préparation mentale, je suis pas assez calé là-dedans pour pouvoir en faire de manière régulière. Donc, on a quelques notions, mais je pense qu'à partir du moment où on entraîne, de toutes les manières, on va influer sur le mental, puisqu'on va de toutes les manières avoir nos joueurs, on va devoir leur redonner confiance, on va devoir leur parler, utiliser une certaine manière de communiquer avec eux. Donc, à partir de ce moment-là, on va parler de mental. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va tendre de toutes les manières vers cette nouvelle pratique. Donc je pense que justement, il va falloir qu'on se forme, et moi-même, je vais devoir me former par rapport à ça, de manière à être de plus en plus performant, parce que je pense qu'aujourd'hui, le mental, c'est peut-être quand même un vecteur de performance assez grandissant, donc il va falloir de toutes les manières s'y intéresser de plus en plus. Voilà. Et puis de toute façon, depuis Kobe Bryant, Black Mamba, et le mental, c'est très, très important. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Christophe? Je vais faire attention. J'ai pas envie de me fâcher avec vous. Attention, ne faites pas l'erreur du développement psychologique de l'individu et la préparation mentale. Faites très attention. La préparation mentale est un outil qui est exclusivement destiné à la performance de très haut niveau. Quand on intervient avec des joueurs qui ne sont pas dans le très haut niveau, et surtout de jeunes joueurs, on fait de l'accompagnement psychologique. C'est important ça. Et le développement psychologique de nos jeunes, c'est encore une fois, on revient un peu à ce qu'on a dit en début de séquence là, c'est accompagner psychologiquement l'enfant dans son développement, sur les aspects motivationnels, cognitifs, etc., etc. Vaincre ses peurs, la confiance en soi, bon bref. La préparation mentale, on en a parlé l'autre fois, c'est des choses très très précises liées à la routine, liées à la panique, liées au défi, liées à la maîtrise et liées à la performance. D'accord? Donc s'il y a des préparateurs mentaux qui écoutent notre visio d'aujourd'hui, ils vont bondir là. Par contre, sur le suivi psychologique, déjà, il y a une chose très facile à faire et qui est à la portée de tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent bien aller de l'avant, c'est de lire déjà. Sur la psychologie de l'enfant, il y a un ouvrage de base. Karine, t'as fait STAPS, toi? Je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, Piaget et le développement de l'enfant. Donc il y a toutes les étapes, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Déjà avoir quelques notions théoriques sur comment un enfant se construit. Et nous, en tant qu'entraîneurs et éducateurs, qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir de grandes connaissances en préparation mentale? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour accompagner psychologiquement l'enfant de manière optimale? Je pense que s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, la chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on n'est pas, moi je suis pas préparateur mental, même si c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai mis mon nez dedans beaucoup, mais je suis pas préparateur mental, ce n'est pas mon métier. L'entraîneur doit, à mon avis, absolument comprendre l'importance de la communication. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous incombe et c'est quelque chose que l'on doit maîtriser. La qualité du langage, la maîtrise de soi, déjà, en tant qu'éducateur, toujours positiver, vous l'avez dit, l'écoute de l'autre et de temps en temps, effectivement, recadrer lorsque cela est nécessaire. Voilà ce qu'il faut savoir faire. Moi, je demanderai jamais à un entraîneur de jeunes, peu importe qu'il soit au début de sa formation ou avec 20 ans d'ancienneté, de pouvoir maîtriser l'outil de la préparation mentale. Ou alors, il a fait une formation, il y en a des formations sur Facebook, on en voit plein là. Voilà, si effectivement il en a fait quasiment son métier, on s'en servira, mais ce qui n'est pas le cas pour tous les entraîneurs. Donc je pense que, à mon avis, ce que l'on doit maîtriser, nous, c'est la communication et l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis de nos jeunes. Alors, très souvent, on entend dire, oui, c'est de la préparation mentale. Non, attention, faut pas faire cette erreur-là. C'est de l'accompagnement psychologique. Très bien. Ou du développement psychologique.
D'ailleurs, Christophe, comment tu fais, toi, par exemple, pour amener un joueur vers l'envie de jouer? C'est compliqué, ça. C'est compliqué parce que c'est à la fois de l'inné et de l'acquis. Déjà, donner envie. Je suis toujours parti du principe que quand on a affaire à un individu qui, au départ, n'a pas envie, c'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que, au travers de ce que l'on peut mettre en place, on peut lui ouvrir les yeux, lui faire découvrir quelque chose dont il tombe follement amoureux, et puis finalement, on se rend compte que quelques mois après, il se donne corps et âme, etc. C'est aussi notre rôle que de donner envie. Mais je pense qu'on donne envie déjà, il faut se mettre à la place de ceux qui sont en face de nous. Préparation mentale, par exemple, il y a un des outils de la préparation mentale, c'est la visualisation externe. Il faut à un moment donné être capable, je dis attendez, je suis pas un gourou, sortir de son propre corps et se voir faire les choses. La vidéo, par exemple. Moi, j'ai vu des séquences en match et à l'entraînement. Je me suis vu moi et je me suis dégoûté. J'ai dit mais c'est pas pour cette attitude-là. Donc c'est important de se voir faire aussi. Et je pense que donner envie aux gens qui sont en face, c'est plein de choses. C'est se mettre à la hauteur, adopter le bon langage, avoir la bonne posture, être à l'écoute, être bienveillant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, recadrer quand c'est nécessaire. C'est tout ça, quoi. C'est être créatif, c'est être fun, c'est à un moment donné savoir disparaître aussi. Moi, pendant les entraînements, ça m'arrive des fois, pendant une demi-heure, je dis rien. C'est faire en sorte que les joueurs s'approprient leur propre projet et qu'ils puissent s'amuser avec. Bon, il y a plein de choses. Seb, je t'ai vu rigoler un petit peu, t'as un avis là-dessus? Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit, Christophe. C'est vrai que malheureusement, on a deux créneaux d'entraînement et tu les vois uniquement à l'entraînement. Et des fois, j'imagine, même souvent, tu dis, mais s'ils n'ont pas la notion du basket, est-ce qu'ils sont capables de faire autre chose au lieu de faire du jeu? Est-ce qu'ils sont peut-être capables d'arbitrer? Peut-être capables de tenir une table de marque? Tu vois, il n'y a pas que la notion du terrain. Bon, il y a la notion du terrain, mais plus sur le fait dirigeant ou pas. Bon, après, je sais qu'il y en a qui sont pas basket. Il y en a qui sont pas basket. Déjà, ils ont des problèmes de motricité. Donc, s'ils ont des problèmes de motricité, c'est difficile après de faire aussi d'autres sports. Mais c'est vrai que ce qu'il dit Christophe, c'est très intéressant. Connaître l'individu en dehors du basket. Ok. Alors on a des réactions, et puis on reviendra après à la question que tu as posée, Kevin. On a Hervé qui te dit merci mon Christophe. Il dit bonjour donc coucou à Karine et Seb. Fred qui dit l'échec n'existe pas, il n'y a que des axes d'amélioration. Hervé, merci pour ton joli commentaire par rapport à la mise en place des échanges. Pascal qui nous dit l'échec existe, mais il doit être un facteur de progression. Et on a Pascal également qui enchaîne. C'est un beau message, mais ce n'est pas ce que l'on aperçoit sur les terrains. Des coachs un peu sanguins qui sont dans les creux, le négatif de leur gamin est passé sur le positif. Et enfin, Fred qui nous dit entièrement d'accord avec toi, Christophe. On entend beaucoup d'apprentis sorciers qui proposent de la prépa mentale, la connaissance de l'enfant et son développement affectif, la bienveillance de l'encadrant, lui donner une bonne estime de soi, poser un cadre valorisant et rassurant. C'est le principe pour que les jeunes s'épanouissent. Et là, on pourra tirer des bénéfices sur le plan basket. Voilà pour les petites réactions qu'on a eues pendant que vous échangez sur la question de Kevin. Donc, on va passer à la prochaine question. C'était d'ailleurs des belles remarques. On va passer à la prochaine question qui est une double question. Selon vous, le règlement chez les jeunes est-il adapté dans le mauvais ou le bon sens? Je parle des tailles de ballon, minutes de jeu, etc. Ainsi que que devrions-nous améliorer dans le développement du joueur en France? Désolé, on m'appelle. Karine? C'est pas trop mal adapté. J'insisterai sur une chose qui, moi, me plaît pas du tout, c'est la ligne à 3 points jusqu'en Benjamin. Je l'enlèverai. Voilà.
Je n'aime pas cette règle, je suivrai le côté américain. Interdire de shooter à 3 points jusqu'à 12-13 ans. Alors, il y a des gabarits, hein, bien sûr, qui y arrivent très bien, mais il y a des schtroumpfs aussi. Donc, voilà, et pour déformer le shoot, et je pense que ça serait bien de développer ça pour que ça soit ancré dans la tête des enfants, parce que, bon, Stephen Curry, c'est formidable, hein, mais voilà, ça fait pas tout, ça fait pas le joueur. Donc, ça, c'est une règle que je changerais bien, moi, personnellement. Et Émilie? Oui, moi pareil, un peu comme Karine, c'est vrai que les gamins ils prennent exemple souvent sur les joueurs NBA et que du coup ils arrivent et de toute façon ils sont même pas encore, même à l'entraînement, ils sont même pas encore chauds, qu'ils commencent à shooter à 3 points et je sais que moi j'essaye de leur dire avant de vouloir shooter à 3 points, marquer en dessous du panier. Déjà, ayez cette notion de marquer des paniers à haut pourcentage avant de vouloir shooter. Et après, je pense que ça dépend des régions. Je sais que nous, dans la Loire, en U11, par exemple, ils jouent 8 cartons de 4 minutes. Je trouve ça un peu long. 8 cartons? Ouais, 8 cartons de 4. Enfin, c'est pas des cartons du coup, hein, mais au lieu de faire 4 x 8, ils font 8 x 4. Donc je trouve ça un peu long. Et avec des gamins, ils jouent à 4 et ils doivent jouer un carton entier. Tu peux pas faire de changement, par exemple. Donc ça, je trouve ça un peu... alors, je pense que c'est encore comme ça. Il y a 2 ans, c'était comme ça dans la Loire. Mais sinon, non, tu as des ballons bien adaptés. Et après, pour ta deuxième question sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, je pense qu'il faudrait un peu aller chercher dans tous les sports individuels. Tout à l'heure, Seb parlait de tennis. Et moi, je pense que ouais, au tennis, au niveau motricité, au niveau... même, ils ont écrit un bouquin sur l'œil de référence. Et je pense que ça peut être important aussi par rapport au shoot du gamin, comment il shoot son lancer franc, si son œil de référence c'est le gauche, c'est le droit, c'est pas pareil au niveau des appuis. Donc un petit peu insister sur ça, sur tout ce qui est prévention aussi des blessures. On n'est pas assez sur travail proprioceptif, sur tout ce qui est assouplissement, mobilité articulaire. Il faudrait un petit peu plus insister sur ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Karine, aussi. Sébastien, parce que Flo, il sait à quel point où moi je suis un peu énervé par rapport au règlement. Sébastien. Ben, déjà, tous les comités ne fonctionnent pas pareil. Voilà. Donc là, ça c'est indéniable, hein. Donc je pense que soit on travaille chacun de notre côté, pourquoi pas. Et quelles sont les suggestions à proposer. Après, ça dépend des catégories, toujours pareil. Comment ça se fait que des U11 filles, elles sont en 5, elles passent en U13 en 6, et tout le long de leur carrière, elles jouent en 6? Il faudrait me poser une question. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez des questions, si vous avez la réponse, j'aimerais bien savoir. Après, pourquoi les U11, ils jouent sur du 3,05? Ça dépend, ça. On pourrait jouer sur 2,60. Ça, c'est une autre question. J'ai eu quelques échanges là-dessus. Après, pourquoi on joue sur tout terrain en U11? Pourquoi on ne joue pas en largeur? Je sais que dans le Lyonnais, ils jouent en largeur, je crois. En Italie, Mauricio Mondoni, il avait fait un colloque là-dessus, en largeur. Et pas en 5-5, en 3-3. Donc, il y a beaucoup de visions, et je pense que après chacun admet des erreurs, du positif, du négatif. Mais je pense qu'un gamin, l'intérêt c'est qu'il joue beaucoup. Il faut qu'il joue. Pourquoi on ne peut pas jouer 2 matchs dans le week-end? Pourquoi? Parce qu'il y a des règlements. Mais je pense qu'un gamin a besoin de jouer. On fait pas assez de matchs dans la saison. On fait pas assez de matchs. Donc, un joueur, il a besoin de jouer, surtout en petite catégorie. Émilie? Ah non, pardon, Christophe, pardon, excuse-moi. Christophe. Jouer beaucoup, ouais. Il y a le 3-3 maintenant qui nous permet quand même de sortir un peu du 5-5 et sur des plateaux. Je sais que le comité des Hauts-de-Seine, enfin, sur la région Île-de-France, là, tout ce qui est organisation de tournoi 3-3, ils font ça en semaine. Et pour les gamins, ils font ça le mercredi.
ce qui leur permet de diversifier un peu leurs pratiques et de continuer à jouer au basket, mais pas tout le temps sur la même forme. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Seb. Peu importe finalement le format, 4x8, 8x4. Je pense, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'effectivement, en fonction des comités, c'est pas les mêmes règlements. Je pense que ce qui nous fait mal en France, et je l'ai très souvent entendu dire, même à plus haut niveau, c'est cette fameuse identité de jeu. Elle existe, hein, il y a une identité française. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut la voir évoluer, cette fameuse identité-là? Et quand vous écoutez encore tous les entraîneurs, quels qu'ils soient, un professionnel, amateur, peu importe les catégories, oui, il faut la faire évoluer. De toute façon, le basket, il évolue au fil du temps. Donc, notre perception et notre vision du basket doit évoluer avec ce changement-là. Mais je pense qu'on a plutôt intérêt, effectivement, à faire en sorte que sur tout le territoire national, ce soit les mêmes règlements. Quitte à les faire évoluer tous les 2-3 ans, parce qu'on s'aperçoit que 3,05 en U13 c'est trop haut. Moi je pense que c'est trop haut, qu'il vaut mieux baisser les panneaux pour leur permettre de shooter à 3 points, peut-être avec des balles un peu plus petites ou adaptées, j'en sais rien, mais ouais, parce que moi je suis un fervent défenseur du fait que dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre à jouer au basket comme il se joue à plus haut niveau. Alors en passant par des étapes, attention, hein. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, moi en U13, il faut que sur 4 heures d'entraînement, il fasse au moins 2 heures de collectif, pré-collectif, collectif, c'est important, à condition qu'on maîtrise les fondamentaux. Et adapter les règlements justement par rapport aux catégories d'âge, mais que ce soit les mêmes règlements partout en France. David? Toi qui es un peu comme moi, on est tous les deux un peu nouveaux dans le game. Comment toi tu vois justement ces règlements comme ça là? C'est vrai que moi, par rapport à ma U13, voilà, elle joue 8 minutes par 4 cartons, ça fait 32. Moi je trouve que ça fait quand même un petit peu limite. J'aimerais bien qu'elle joue 40 minutes, ça serait quand même beaucoup mieux. La hauteur du panier, c'est vrai que c'est trop. Alors en plus, moi, j'ai que des petits gabarits, donc c'est vrai que ça serait quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que la taille du ballon, une taille en dessous, je pense que ça serait quand même logique. Et c'est vrai, je suis d'accord aussi sur le fait de ne pas tirer de ligne à 3 points. Parce que moi, c'est vrai que les miennes, quand elles rentrent sur le terrain, que ça s'échauffe, ben, c'est directement, je shoot à 3 points, alors déjà, sur les petits tirs en course ou quoi que ce soit, il faut un petit pourcentage. Mais c'est le fait de mettre des 3 points parce qu'ils regardent ça à la télé et le problème, il est là, quoi. C'est les Stephen Curry, c'est les LeBron James, mais à la sortie, au lieu de prendre la gestuelle de tir, mais ça tire un peu n'importe comment, ça n'a pas la puissance, ça n'a rien. Donc je pense que la ligne à 3 points serait supprimée, je pense que ça ne serait pas idiot. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma catégorie U13 et à mon côté entraîneur novice. Voilà, de ce que j'ai pu observer sur ma catégorie. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et Flo, je sais qu'il avait un avis un peu tranché. Il n'était pas il avait fait joker. Je veux ton avis, Flo. Bah déjà, je vais déjà répondre à la première question qui est sur le règlement. Il y a des choses hyper intéressantes dans tout ce que vous avez dit. Je suis assez calqué sur le modèle de Christophe, dans le sens où je pense qu'il faut apprendre à jouer au basket dès le plus jeune âge, comme comme on le joue après, en fait. Évidemment, en passant par toutes les étapes que Christophe a pu citer. Je suis assez d'accord également avec David sur l'aspect temps de jeu. Voilà, donc c'est une question qu'il va falloir se poser également. Et je pense que les gens qui sont sur Facebook nous disent un peu la même chose là, par rapport au temps de jeu. Et après, moi, je pense que sincèrement, dans l'identité France, elle est quand même plutôt bonne. Et justement, quand tu me dis j'ai un avis tranché, en fait, c'est pas que j'ai un avis tranché, c'est que pour moi, c'est un joker. Je suis pas assez expérimenté aujourd'hui pour me permettre de parler de ce qu'on devrait améliorer dans le développement du joueur en France, parce que je pense que justement le développement se fait plutôt bien et voilà, donc en fait
C'est juste pour ça que j'ai dit Joker. Voilà. Maintenant, je vais juste dire ce qui se passe sur le fil Facebook. On a Fred qui nous dit le principe de non-changement en U11, 6 minutes à faire des allers-retours, c'est presque inhumain. On a Pascal qui nous dit un travail de base sur la motricité, complexe et pas que basket, une petite prépa physique de sensibilisation. Pascal qui enchaîne en disant oui, ils doivent beaucoup jouer, frustration de rester sur un banc, récompense d'entraînement. On a David Bonnel qu'on salue, qui nous dit salut la team et les coachs, désolé, il avait un live également, donc il nous rejoint maintenant. On a également Fred qui nous dit le passage de U11 filles en U13 est très dur. Les U13 ont les mêmes conditions que les seniors. Donc on en revient sur ce que vous disiez. Pascal qui dit attention à l'image de haut niveau et la mise en avant de l'exploit personnel. Et Fred qui nous dit je trouve intéressant la ligne à 3 points pour une question de repère visuel uniquement. Voilà. Donc voilà pour les remarques. Mais oui, en fait, moi j'ai dit Joker parce que je suis pas assez expérimenté pour me permettre de répondre à cette question. Voilà. Ok. Là, c'est terminé, je pense. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et excuse-moi, et David qui dit j'écoute les coachs et vive les 3 points en U13. Voilà. Non, mais c'est notre rôle aussi. Tu vois, David, quand tu dis, voilà, moi j'ai mes joueurs qui arrivent et qui font que je suis à 3 points dès l'échauffement, c'est notre rôle aussi de les éduquer. Je parle d'une éducation basket, tu comprends? C'est à nous de leur apprendre à jouer avec cette fameuse ligne. De toute façon, on pourra jamais arriver sur un terrain sans qu'il y ait de ligne à 3 points. Il faudrait qu'elle soit pas prise en considération dans le règlement, mais ça n'empêchera pas tes joueurs à l'échauffement, même si le 3 points n'existe pas quand elles vont jouer, de se mettre derrière et de shooter. Je pense que c'est notre rôle d'éducateur, d'entraîneur, que entre guillemets, de façonner nos joueurs, de leur apprendre à prendre du plaisir au travers du drive, du spacing, du jeu à 2, du jeu à 3, le jeu de transition, défendre ensemble, etc. Voilà, c'est toute une éducation, mais c'est pour ça que nous sommes là aussi, quoi. Donc moi, je pense pas qu'il faille s'adapter, c'est bien, mais tout changer, je suis pas d'accord. Et ouais, voilà, mais qu'on trouve une ligne directrice auquel on va pouvoir tous se raccrocher et puis travailler sur la même chose, quoi, sur tout le territoire, qui est une uniformisation finalement des règlements, quoi. En Espagne, c'est ce qu'ils font, hein. En Espagne, c'est ce qu'ils font en Espagne. On est très loin, on n'a vraiment pas très bien évolué, je trouve, moi, au niveau basket par rapport à d'autres pays. Bah, attends, t'es un peu dur là, Kevin. T'es un peu dur, Kevin, là. Mais tu parles de quelle catégorie? Tu parles de... Je parle après, ça dépend, de U11 à U15, parce qu'après U15, on a bien évolué, je trouve, par rapport à après, il y a au fait qu'on doit faire passer la balle. quelque chose de très intéressant à Antibes, il y a le tournoi international. Et honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, j'ai pu assister il y a 2 ans, là, c'était sur les U13. C'était un plaisir, il y avait différentes nations. Et il y avait vraiment du style vraiment différent. On voyait vraiment la culture basket. Et je pense qu'au début, ils ont le QI. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, c'est vrai que c'est pas un débat, mais. Mais ça va un peu au-delà du basket. C'est la culture sportive en France, je pense, tout simplement. L'éducation sportive qu'on a en France n'est pas du tout adaptée pour nos jeunes. C'est pas une culture pour nous, le sport. Hein. Un exemple, comme vous le savez tous, hein, dans les pays de l'Est, bon, malheureusement, eh ben, ils sont tous, c'est d'abord basket et après école. Donc, ils sont tous tournés autour du basket pour l'école après. Et nous, c'est l'école, on finit à 17h, les gamins, ils prennent le bus, ils arrivent à 17h30, 17h40. Ah ben, t'étais où? Ah ben, j'ai pris le bus, donc au lieu de faire 1h30, tu fais 1h15 d'entraînement. Mais un entraînement, tu perds 5 minutes, mais tu perds combien de temps sur toute l'année? C'est énorme, c'est énorme. Et quand tu vois un gamin qui prend le ballon, il rentre dans la salle, il prend un tir à 3 points, à l'époque, c'était pas ça. Il y avait un gamin, il prenait le ballon, il répétait ses gammes sous le cercle. Allez, j'en tire 10, 15 répétitions, je dois en marquer 15. Et je reculais d'un pas, et j'en tirais, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Et le monde sportif, le monde basket a énormément changé. Il y a moins de passionnés purs, je pense.
Après, c'est mon ressenti. Hein. Je ressens pareil que toi. Alors, je sais que ces échanges sont hyper enrichissants, mais voilà. Avant de conclure et de vous remercier, voilà, de nous avoir épaulé aujourd'hui, pardon. Je vous annonce le live de la semaine prochaine sur la thématique qui sera se perfectionner pendant la trêve estivale. Et donc, on aura pas mal d'intervenants, des joueurs, des joueuses, une diététicienne, un diététicien peut-être, un développeur individuel de joueurs. On aura un préparateur physique, on aura Christophe qui sera également avec nous. Voilà. Et puis, je vous annonce les 2 lives qui seront ensuite. On échangera autour de l'arbitrage et le coaching. Les questions que vous vous posez, en fait, comment on va réussir à briser la glace entre les entraîneurs et les coachs et de pouvoir travailler vraiment ensemble. Et puis ensuite, on aura un deuxième live qui sera sur le 3-3 et le 5-5. Sont-ils compatibles? Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu nous faire des retours sur Facebook, nous dire si ça vous intéresse. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues dans le live et puis les personnes sur Facebook. Je laisse conclure Kevin et ensuite, je vous dis à bientôt et on vous laissera en compagnie du teaser et du générique de fin. Kevin, je te laisse conclure. Oui, ben merci à tous. Il y a David qui veut dire quelque chose. Ah. Ouais, moi je tenais à remercier Florian et Kevin pour votre invitation et puis tous les coachs qui ont été là avec moi ce soir. Moi, voilà, tout ce que vous avez pu dire, je vais m'en servir pour la nouvelle saison. Donc, moi, je tenais tous à vous dire merci. Voilà pour ces échanges. Super. Merci, David. Merci à vous tous. Merci à toi, David, d'être venu avec nous. Merci à tous. Hein. Merci à vous tous d'être venus. Ça a été un plaisir pour nous, je pense, spectateurs, pour nous trois aussi, Christophe et Florian et moi. Et écoutez, on se redit à la prochaine et vive le basket, quoi. Et n'oubliez pas, 20h anti pour l'anniversaire du paquet. Ah oui, Pas aujourd'hui. 20h, rue Aubernon, en face de la mairie, vous pouvez pas vous tromper. Aujourd'hui? Vous êtes tous invités. Et Comment? dites-nous, dites. Là, dans 25 minutes. Ah oui, Ça fait loin. Hein. ça fait loin là. Ça va? Ça va, Et dites-nous quand vous avez Si, trouvé Karine, elle Kevin. sera là, Karine. Toujours. Dites-nous quand vous avez trouvé Kevin sur Facebook là, dans son nouveau rôle. Voilà. Et merci à tout le monde et à bientôt. On vous laisse en compagnie du teaser. Et puis à Merci très à vite. vous. Merci, Ciao. salut. Bon. Ciao, c'est un plaisir. Ciao. Ciao.